Beaucoup d'étudiants et même de profs voient la grammaire comme ça. Une vieille femme acariâtre, avec un chignon, poussiéreuse, inutile, un truc qu'on subit pendant les cours de français au collège. Une règle sur le tableau noir, tracée à la craie. Mais pour moi, la grammaire, c'est plutôt ça. Vive, précise, flexible, pleine d'articulations, de possibilités, comme un jeune qui fait du parcours, qui peut sauter un petit peu partout, sur les murs, sur les bâtiments. Pour moi, la grammaire, ce n'est ni la poussière, ni la prison, c'est plus de liberté pour ton français. Bon, peut-être que je dis ça parce que je suis prof de français. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais pulvériser 7 mythes qui t'empêchent de progresser en français, de profiter de ce que la grammaire française peut réellement t'apporter. Salut, moi c'est Alexis. Depuis très longtemps, j'aide mes étudiants à atteindre leurs objectifs avancés en français. Si tu n'es pas encore membre du cercle de français avancé, rejoins-nous. Tu recevras ma newsletter et aussi des quiz supplémentaires pour pratiquer encore plus, des conseils et plein d'autres choses gratuites réservées aux membres du cercle de français avancé. Prends juste 5 secondes, regarde, le lien est en description. Deviens membre du cercle. Mythe numéro 1. Travailler la grammaire, c'est une perte de temps. C'est une idée à la mode. On entend un peu partout, pas besoin de grammaire. Écoute mes podcasts, regarde des vidéos, lis des choses que tu aimes et ça va venir tout seul. C'est un joli discours, mais il repose sur une fausse opposition. Comme si on devait choisir entre se faire plaisir ou travailler sa grammaire. Et il faut le dire aussi, ce discours arrange bien ceux qui veulent que tu regardes leur contenu pendant des heures et que tu te sentes bien à juste regarder des vidéos. Bon, pourquoi pas? Mais la vérité, c'est que tout ce que tu aimes en français contient de la grammaire. Les articles que tu lis, les activités que tu fais, tes collègues francophones, tes amis francophones, ils sont tous pleins de grammaire. Et sans une bonne maîtrise de la grammaire, tu passes à côté d'une partie de tout cela. Tu peux improviser, mais si tu ne maîtrises pas certains points de grammaire, tu rates des choses. Si tu aimes lire de la littérature, des articles scientifiques, débattre, si tu dois utiliser le français dans ton travail, tu vas forcément tomber sur des structures grammaticales avancées. Des structures que tu devras saisir, comprendre, manipuler. Et la meilleure façon d'y arriver, ce n'est pas d'attendre, c'est de les apprendre activement, puis d'essayer de les utiliser. Tu peux peut-être découvrir par toi-même, avec le temps, les subtilités du gérondif, du subjonctif ou des prépositions après les verbes. Peut-être. Mais combien de temps vas-tu attendre? Et combien de malentendus ou de blocages d'ici là? Travailler un point de grammaire consciemment, c'est gagner du temps. Tu le comprends, puis tu l'utilises, tu fais quelques erreurs, pourquoi pas, et ensuite, tu réussis de mieux en mieux à l'utiliser, voilà, tu l'as intégré. Je te donne un petit exemple. Si elle est intelligente, elle peut aussi se tromper. Que veut dire cette phrase? En fait, le si, dans ce cas, n'introduit pas une condition, mais une concession. On pourrait reformuler, bien qu'elle soit intelligente, cela n'empêche pas qu'elle puisse se tromper. Ou elle est intelligente, mais elle peut se tromper. C'est une concession et non pas une condition.
Si tu penses que si ici est une condition, tu passes à côté du sens de cette phrase. Alors tu peux tout à fait comprendre globalement un texte sans saisir cette nuance, toutes les nuances, mais quel est ton objectif final? Bien comprendre et savoir utiliser des points de grammaire avancés, ce n'est pas un détour, c'est un raccourci vers plus de précision en français. Mythe numéro 2, ça va venir tout seul. C'est le grand fantasme de l'immersion passive. Tu te dis, ou on te dit, il faut écouter des heures de français, je vais lire des romans, je vais m'imbiber comme une éponge, et un jour, sans prévenir, paf, la grammaire va me tomber dessus, toute seule, naturellement. Je pourrais utiliser parfaitement les connecteurs logiques, tous les modes, les temps, sauf que tu écoutes des vidéos pendant des heures, tu lis des livres, tu t'imbibes, oui, mais tu fais toujours les mêmes fautes ou tu utilises toujours les mêmes structures grammaticales. Et tu bloques toujours sur certaines subtilités. Pourquoi? Parce que l'exposition ne suffit pas. Je répète, l'exposition ne suffit pas. Ton cerveau, si tu ne le sollicites pas activement, ou s'il n'est pas sollicité activement, eh bien, il se contente de reconnaître et non pas de produire en cherchant un peu de difficulté. Il répète ce qu'il connaît. Il renforce des automatismes, d'ailleurs, même s'ils sont faux. Prenons un exemple. Je cherche un professeur qui comprenne mes besoins, me fasse vraiment progresser et soit disponible 24 heures sur 24. Ici, pourquoi on utilise le subjonctif? Eh bien ici, le subjonctif permet d'insister sur le caractère hypothétique et idéalisé du professeur recherché. Ses qualités, il est compréhensif, il me fait progresser et il est disponible 24 heures sur 24, un peu comme une IA, eh bien, on n'est pas sûr qu'elles existent du tout. Ce sont des souhaits, mais peut-être que c'est pas réaliste. Donc, une incertitude sur l'existence de ce profil de prof. Si tu veux un jour utiliser cette structure, tu dois d'abord savoir la reconnaître et comprendre son utilité. Et bien sûr, ensuite, la pratiquer volontairement. Tu veux que ça vienne? Eh bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Mythe numéro 3. Pas besoin du jargon grammatical. En général, disons-le, les étudiants n'aiment pas trop les mots COD, COI, gérondif, subjonctif, concession, etc. Mais imagine que tu veux soigner une plante malade. Tu vois qu'elle jaunit, elle a l'air triste et elle ne pousse plus. Tu veux l'aider. Mais, petit souci, tu ne sais pas son nom à cette plante et tu ne sais pas ce qui lui arrive. Donc, tu ne peux ni chercher de conseils auprès d'un spécialiste, ni rien demander à Google ou à l'IA. C'est pareil avec la grammaire. Beaucoup d'apprenants avancés sentent qu'un truc cloche dans leur phrase. Un truc qui cloche, c'est une expression pour dire quelque chose ne va pas. Ils savent qu'ils tournent en rond, mais ils ne savent pas comment ça s'appelle, ce petit truc qu'ils ne maîtrisent pas. Et tant que tu ne peux pas nommer un problème, tu ne peux pas travailler dessus, tu ne peux pas le résoudre. Tu ne peux pas non plus chercher d'exemples, et tu ne peux pas demander une aide précise. Tu restes dans le vague, et tu dis, je suis nul en français, je stagne depuis 2 ans. Alors que ce que tu voudrais dire, en fait, c'est je galère avec le subjonctif après les expressions impersonnelles. Ou je ne sais pas accorder les participes passés avec l'auxiliaire avoir quand le COD est placé avant. Nommer, c'est déjà clarifier. C'est transformer une gêne confuse en un objectif concret. C'est passer de l'angoisse générale et diffuse à une stratégie ciblée. Et ce n'est pas du jargon pour faire joli. C'est une taxonomie.
comme en botanique, comme en anatomie, comme en musique. Tu peux très bien jouer du violon à l'oreille, mais si tu veux progresser, il faudra bien que tu saches ce que c'est qu'un archet, une tierce ou une trille. La grammaire, c'est pareil. Tu peux survivre à l'oral avec tes intuitions, mais si tu veux progresser, tu dois apprendre à nommer les outils que tu veux manier. Et en plus, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas si long que ça d'apprendre à nommer ces points grammaticaux utiles pour ton niveau. Quatrième mythe sur la grammaire, il faut faire simple. Tu as peut-être entendu ce conseil pour le DELF B2, le DALF ou pour un objectif professionnel en français. Fais des phrases simples, ne complique pas, reste basique. Mais à ton niveau, B2, C1, parfois C2, ce conseil est non seulement inutile, mais il est aussi dangereux et contre-productif. Même si, encore une fois, certains profs donnent ce conseil. D'abord, c'est factuellement faux. Au niveau avancé, on attend de toi que tu saches comprendre et produire des écrits, des phrases en général, plus complexes, avec des articulations logiques, des subordonnées, des nuances. Tu ne peux pas avoir une excellente note au DALF, ni participer à un débat ou écrire un texte très convaincant uniquement avec des phrases de type un sujet, un verbe, un complément. Une fois que tu maîtrises les structures simples, il faut aller plus loin. Si tu as choisi d'avancer en français vers le B2 ou le C1 ou le C2, oui, tu dois savoir utiliser les relatifs composés, savoir bien utiliser en fait, au fait, de fait, différencier d'ailleurs et par ailleurs, maîtriser les temps du passé, les doubles pronoms, je leur en ai parlé, je vous y encourage vivement. Mon problème avec ce conseil de faire simple, c'est que c'est une croyance limitante. Dire simple, dans beaucoup de cas, ça veut dire aussi pauvre. C'est éviter la précision, c'est contourner les structures plus avancées au lieu d'assumer le fait de les apprendre. On te dit, en fait, c'est trop compliqué pour toi, laisse tomber. Mais dans ce cas, comment se fait-il que tant d'étudiants arrivent à maîtriser de manière exceptionnelle des points grammaticaux avancés? Ce ne sont pas des génies des langues. Ils savaient juste quoi travailler et ils se sont retroussés les manches. Bon, je n'ai pas de manches, donc l'expression est mal choisie. Ce mythe, malheureusement, on l'entend aussi chez certains profs qui veulent peut-être bien faire en voulant simplifier la vie de leurs étudiants, mais dire à quelqu'un n'utilise pas cette structure ou tu peux aussi le dire à l'indicatif, pour moi c'est un mauvais conseil. Car ces profs limitent les étudiants alors qu'ils devraient les encourager à enrichir leur capacité à s'exprimer. Alors attention, faire simple, ça peut être aussi un choix stylistique. Très bien. Mais quand c'est un refus de structures plus avancées, par peur, eh bien, c'est plus une stratégie, c'est de l'évitement, c'est de l'autocensure. Tu es capable de plus. Et en plus, tu en as besoin pour exprimer tes idées en français. Pour conclure sur ce point, non, tu ne dois pas faire simple. Ton objectif doit être d'être clair, précis, fidèle à tes idées, mais sans simplifier ton message parce que tu n'arrives pas à utiliser la grammaire. Mythe numéro 5. Je dois tout apprendre. Avoir de l'ambition pour ton français, vouloir atteindre un bon niveau, c'est génial. Mais cela ne veut pas dire que tu dois te transformer en maniaque perfectionniste. Ce qui est parfait au sens propre, c'est ce qui est fini.
Et apprendre une langue vivante, par définition, on n'a jamais fini. Même les profs continuent à apprendre sur leur langue. Tu peux très bien maîtriser le français à un niveau avancé sans tout connaître ni tout savoir appliquer à 100%. Et certains apprenants se laissent piéger, ils veulent tout apprendre avant de parler, tout mémoriser avant d'écrire. Et ce perfectionnisme devient un piège, un prétexte pour ne pas pratiquer, une excuse pour ne jamais se lancer. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout savoir sur un point de grammaire. Tu as besoin de ce qui est utile pour toi maintenant. Je te donne un exemple de difficulté typique au niveau avancé. Les verbes prépositionnels. Est-ce qu'il faut utiliser à ou de ou bien les deux? Alors, voici un outil très utile avec lequel tu peux vérifier les prépositions. C'est le rouleau des prépositions. Mais comment l'utiliser? C'est un océan. Et tu n'as pas de bateau. Alors tu paniques. Tu veux tout apprendre. L'océan, c'est dur à maîtriser. Tu dois juste apprendre à naviguer dessus. Un conseil, si tu sais que tu vas passer le DELF, le DALF ou un examen, et que tu vas devoir parler d'environnement, d'éducation, de travail, tu peux choisir 20 verbes stratégiques pour toi et t'assurer que tu les maîtrises parfaitement avec leurs prépositions. Par exemple, des verbes importants sur un peu tous les sujets, expliquer quelque chose à quelqu'un, inciter quelqu'un à faire quelque chose, encourager quelqu'un à faire quelque chose, dissuader quelqu'un de faire quelque chose, habituer quelqu'un à faire quelque chose. Pas besoin de mémoriser des tableaux entiers, tu peux être sélectif. Essaie de cibler ce que tu veux utiliser et, bien sûr, serre-t'en activement dans des phrases à toi. Voilà, tu commences à construire d'abord ton petit canot, ton petit kayak pour naviguer sur la mer, puis régulièrement, tu peux ajouter de nouveaux verbes consciemment et ton petit bateau va se transformer en voilier, puis un jour tu auras un yacht ou un paquebot. Et l'idée, c'est de te concentrer et d'établir des priorités. C'est comme cela que tu vas pouvoir progresser sans te sentir complètement submergé. Mythe numéro 6. Je vais perdre ma spontanéité si je pense à la grammaire. C'est une peur fréquente chez les apprenants avancés. Si je réfléchis trop à la grammaire, je vais bloquer. Je vais perdre ma fluidité et je ne serai plus naturel. Mais en réalité, à moyen terme, c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand tu apprends une structure, que tu l'as comprise, un petit peu manipulée, utilisée plusieurs fois, elle devient disponible dans ton cerveau. Tu n'as plus besoin d'y penser consciemment. Elle est là, prête à l'emploi. Et oui, au début, ça va paraître un petit peu forcé. Tu vas réfléchir, tu vas ralentir, tu vas peut-être te sentir moins spontané en français. Mais c'est normal. C'est un passage obligé. Comme quand tu apprends un enchaînement en arts martiaux, en tai chi, une phrase musicale au piano, une combinaison aux échecs ou une recette, d'abord tu fais attention à chaque mouvement. Puis tu répètes. Et ça devient naturel. La spontanéité réelle, c'est pouvoir mobiliser ce que tu as appris à maîtriser. Pas ce que tu devines, pas ce que tu improvises en espérant que ça passe, parce qu'en fait tu n'as pas bien compris ce point de grammaire. Prenons un exemple. Quoi que tu fasses, il ne sera jamais satisfait. C'est une subordonnée concessive avec le subjonctif. Elle introduit une idée forte. Dans toutes les possibilités, le résultat ne change pas. On pourrait dire, tu peux faire tout ce que tu veux, il ne sera jamais content. D'ailleurs, il est probable qu'à l'oral,
Dans une conversation informelle, peut-être qu'on le dira plutôt comme ça. Mais tu rencontreras aussi souvent à l'écrit cette structure, et tu l'entendras aussi dans des conversations peut-être un peu plus formelles. Donc, elle te sera utile. Mais si tu ne l'as jamais étudiée, travaillée, utilisée, tu ne penseras jamais spontanément à cette tournure. Tu resteras sur des formules plus simples. Tu peux faire X ou Y, il ne sera jamais content. Cette structure, une fois apprise, devient automatique. Un peu comme si elle faisait partie de ta bibliothèque grammaticale. C'est une nouvelle possibilité pour ton français. Donc, non, réfléchir à la grammaire ne te ralentit pas. C'est ce qui te permet, après un certain temps, de parler plus vite, plus précisément et avec moins d'hésitation. Et surtout, d'exprimer vraiment ce que tu veux dire, pas seulement ce que tu arrives à dire. Mythe numéro 7. La grammaire, c'est juste des règles. Non. La grammaire, ce n'est pas une liste de lois arbitraires qu'on doit apprendre pour cocher des cases. C'est plutôt une architecture invisible, un langage sur le langage aussi, qui te permet d'exprimer tes idées, ta personnalité. Et surtout, c'est une palette. Imagine un peintre qui n'aurait qu'une ou deux couleurs. Tout ce qu'il verrait, tout ce qu'il ressentirait, il devrait le traduire en bleu ou en bleu et rouge. Tu lui montres un paysage de montagne, au coucher du soleil, avec des reflets violets, des ombres dorées, des nuages irisés. Et lui, il te peint tout en bleu avec une grosse tache rouge. Sans une bonne grammaire, tu as dans ta tête un paysage riche, complexe, nuancé. Mais ce qui sort, c'est une version terne, aplatie, appauvrie. Prenons un exemple. Hier, j'ai vu un client. Il dit qu'il veut changer le contrat, mais il n'envoie pas encore les documents. Alors, je ne sais pas comment avancer. Bon, les idées sont là. Pourtant, les temps restent au présent, la subordination est limitée et l'enchaînement logique est un peu simple. Voici une formulation maîtrisée. Hier, j'ai rencontré un client qui m'a informé qu'il souhaitait modifier le contrat. Toutefois, il ne m'a toujours pas transmis les documents, si bien que je ne sais pas comment poursuivre le dossier. Tout y est, l'accord des temps, le pronom relatif qui lie les propositions, le connecteur toutefois pour nuancer, la locution si bien que pour exprimer la conséquence. C'est le même contenu, mais la phrase a gagné en précision et en fluidité. Tu ne peux pas atteindre ce niveau de finesse si tu n'as pas les bons outils. La grammaire, c'est ce qui te permet de rendre ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu comprends. Ce n'est pas un code barre, ce n'est pas une prison, c'est un outil qui te libère. C'est une palette expressive. Et elle peut même t'aider à mieux penser, à mieux organiser tes idées. Imagine un château, un royaume enchanté. Tu es devant la porte. Tu devines toute la richesse, toutes les belles choses à l'intérieur. Tu entends même des voix, des musiques. Ton cousin, lui, est à l'intérieur du château. Et il t'envoie des selfies sur Instagram. Sur ces photos, tu peux voir des trucs très sympas. La grande cuisine, avec toutes ces bonnes choses. La salle du trône, un couloir, un doré. Mais au bout d'un moment, tu en as un peu marre de visiter ce château à travers l'insta de ton cousin. Tu voudrais y entrer pour de vrai. Tu voudrais voir par toi-même, goûter, explorer. Mais pour pénétrer dans ce royaume, il te faut des clés. Le royaume, c'est la langue française. Et l'une des clés, c'est la grammaire.
Je ne parle pas des clés de l'école, pas des clés de la prison, de la peur, du jugement, je parle des vraies clés, celles qui ouvrent les portes du sens, de la nuance et de la pensée fine en français. La grammaire, si tu t'en sers bien, le château est à toi.